Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans une nouvelle formation du cabinet de formation virtuelle QHSE Kingdom. La revue de direction est une des exigences qui va vous demander beaucoup de travail et beaucoup d'efforts en tant que responsable QHSE. Si tu cherches à alléger un petit peu ce fardeau en maîtrisant déjà ce qu'il te faut pour la préparer, cette formation est pour toi. Sur la 9.3.1 de la norme ISO 9001-2015 intitulée Généralité, la norme nous parle de quoi? Elle nous parle du fait qu'il faut procéder à la revue du système de management de la qualité mis en place par l'organisme. Quand? À des intervalles planifiés qui sont le plus souvent annuels. Par qui? Par la direction générale. Et pourquoi? Tout simplement afin de s'assurer que le système est toujours approprié, adapté, efficace et finalement en accord avec l'orientation stratégique de l'organisme. Comment? Suivez la vidéo. Tout court, c'est quoi une revue de direction? C'est simple. La revue de direction, c'est une réunion de revue du système de management qui est dirigée par la direction générale et à laquelle assistent tous les pilotes processus de l'entreprise. Et si la revue de direction était une recette, quels en seraient les ingrédients? Eh bien, les ingrédients seront les chapitres de la norme mis en œuvre à travers les différents outils. Ça veut dire, si vous, en tant que responsable QHSE, vous avez implémenté la norme ISO 9001-2015 en mettant en place des outils pour répondre et mettre en évidence toutes ces exigences, vous allez être sûr que vous avez tous les moyens et que vous avez tous les ingrédients, toute l'infrastructure sur laquelle vous allez construire votre revue de direction. Mais pourquoi je parle de responsable QHSE alors que la revue de direction est la responsabilité de la direction? Oui, c'est la responsabilité de la direction, mais vous avez un rôle intégrale dans sa préparation en tant que responsable QHSE. Vous allez charger de sa préparation, vous chargez de sa préparation de A à Z. Préparez-vous. Lorsqu'on parle revue de direction sur la norme ISO 9001-2015 et notamment sur la 9.3.1, nous parlons d'éléments d'entrée de la revue de direction. Comme leur nom l'indique, les éléments d'entrée sont ce qu'on expose, ce qu'on présente au début de la réunion, comme des faits, des données, etc. Alors, sur cette vidéo, je vais marquer les éléments d'entrée par EE dans toute la suite de la vidéo. Restez avec moi. Premier élément d'entrée, c'est l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes. Si vous avez déjà eu des revues de direction précédentes ou une revue de direction précédente et que vous comptez préparer une nouvelle revue de direction, vous devez discuter le plan d'action de la revue de direction précédente parce qu'à la fin de chaque revue, on sort par un plan d'action. Alors, dans la revue de direction en cours, ce plan d'action de la revue de direction précédente sera discuté et sera suivi pour voir quelles sont les actions qui ont été clôturées et quelles sont celles qui sont toujours ouvertes et les raisons pour lesquelles elles sont ouvertes. Sinon, si c'est la première revue de direction et que le système est nouveau, vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan d'action d'une revue de direction précédente parce que tout simplement, il n'y a pas eu de revue de direction précédente. Deuxième élément d'entrée, c'est les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de la qualité. Si ce terme est nouveau pour vous,
il faut savoir que ça fait partie du contexte de l'organisme. C'est un chapitre de la norme ISO 9001 2015. Si c'est ambigu, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo sur la chaîne qui détaille le contexte de l'organisme. Et même sur cette vidéo, je vais éclaircir tout profondément le contexte de l'organisme par rapport à la revue de direction. Troisième élément d'entrée, c'est les informations sur la performance et l'efficacité du système de management de la qualité, y compris les tendances concernant la satisfaction des clients et le retour d'informations des parties intéressées pertinentes, le degré de réalisation des objectifs qualité, la performance des processus et la conformité des produits et services, les non-conformités et les actions correctives, les résultats de la surveillance et de la mesure, les résultats d'audit et finalement les performances des prestataires externes. C'est trop non, mais soyez sûrs et soyez certains que tous ces éléments seront abordés un par un dans la suite de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Quatrième élément d'entrée, c'est l'adéquation des ressources. Terme nouveau, nous allons l'aborder par la suite. Cinquième élément d'entrée, c'est l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités. Si c'est nouveau pour vous, il y a une vidéo qui concerne l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités sur la chaîne. Regardez-la. Sixième élément d'entrée, c'est les opportunités d'amélioration. Après avoir fini avec les éléments d'entrée, ça veut dire que les données et les faits sont présentés, il y a ce qu'on appelle les éléments de sortie. Par quoi on va sortir à la fin de cette réunion. On sort avec les décisions et actions qui sont relatives aux opportunités d'amélioration, aux besoins de changement à apporter au système de management de la qualité et aux besoins en ressources. Là, vous avez différents éléments d'entrée et différents éléments de sortie. Ça, c'est clair. Comment elles seront interprétées lors de la réunion? Généralement, il s'agit d'une présentation, le plus souvent présentation PowerPoint, qui sera préparée par le responsable QHSE. Bien entendu, il y a la direction qui gère le tout et qui va comprendre tous ces éléments. Il faut savoir que cette présentation sera ensuite le compte rendu de la revue de direction qui sera présentée, bien entendu, comme évidence le jour de l'audit pour prouver que la revue de direction a été réalisée. Il faut noter que si la revue de direction n'a pas été réalisée, lors des audits, que ce soit les audits internes ou les audits externes, ce serait une non-conformité majeure. Et maintenant, pratiquons avec notre entreprise virtuelle de production du jus de fraise X-Sarl. Et nous allons découvrir ensemble le compte rendu de la revue de direction de X-Sarl de l'année 2023. Restez avec moi, nous allons découvrir le concret de tout ce que l'on vient de voir. La présentation de laquelle je vous ai parlé, c'est généralement sous forme d'une présentation PowerPoint qui est le compte rendu de la revue de direction. Comme tout autre document, elle doit être codifiée. Ne tombez pas dans ce piège parce que tout simplement c'est un document PowerPoint et que la plupart des documents du système de management sont soit des documents Word ou Excel et que l'on a l'habitude de codifier. Non, il faut la codifier parce que c'est un document qui fait partie du système de management de la qualité. Donc là, nous avons la partie codification, la partie maîtrise documentaire, le titre, compte rendu de la revue de direction. Il faut mentionner la date de la revue. Cette revue a été présentée le 2 de
2023, mais l'année revue, ça veut dire l'année qui sera revue, qui sera l'objet de cette revue de direction, c'est l'année 2022. Le site, c'est bien sûr l'adresse de notre entreprise XR et il faut mentionner le périmètre de revue. Ça veut dire quelles sont les activités revues. Les activités sont toutes les activités de XR, de la réception, contrôle qualité, production, livraison, service après-vente du jus de fraise. Il faut surtout pas oublier la liste des présents lors de la revue de direction. Et comme je viens de le mentionner, presque tous les pilotes processus sont censés participer à la revue de direction. Alors là, nous avons les différents noms fictifs des pilotes de XARL. On nomme les postes. Là, vous pouvez voir que nous avons le directeur général, responsable QHSE, RH, responsable contrôle qualité, logistique, achat, service après-vente et production. Et là, vous mentionnez est-ce que le pilote a été présent physiquement ou à distance à travers un outil de communication à distance, que ce soit Teams ou Zoom, etc. Et là, vous mentionnez s'il a été présent ou à distance. Il est très important de lister l'ordre du jour de la revue de direction, ça veut dire le schéma ou bien le sommaire ou le plan sur lequel va se baser la revue de direction. Alors là, vous avez l'ensemble des titres qui ne sont autres que les éléments d'entrée et les éléments de sortie que l'on vient de citer, mais il faut les détailler vraiment un par un sur l'ordre du jour. Déjà, pour donner une idée au présent et puis pour vous organiser vous-même. Et là, premier point duquel on vient de parler, c'est le suivi du plan d'action de la revue de direction précédente. Vous détaillez le plan d'action de la revue de direction précédente sous forme de tableau, bien sûr. Alors là, vous avez les actions. Je vais prendre un exemple d'action. Par exemple, importation de nouvelles machines afin d'augmenter le taux de production. Le responsable, c'est le responsable achat avec le délai qui est mentionné là-dessus. Et puis, il y a le statut, c'est une action clôturée, donc pas de souci. Par contre, ici, nous avons une action qui est toujours ouverte. C'est celle de l'externalisation totale de la veille réglementaire qui devait être pilotée par le responsable achat. Là, lorsque l'action est ouverte, il va falloir, bien entendu, justifier la raison de non-clôture de l'action. Ici, c'est le retard à cause des modalités de rupture de contrat avec l'ancien prestataire externe. Alors, la veille réglementaire, elle peut être externalisée totalement ou partiellement. Pour XR, c'était une externalisation partielle, mais on a discuté lors de la revue de direction précédente que l'externalisation devra être totale parce que c'est la méthode la plus efficace d'externalisation de veille réglementaire. Mais malheureusement, il va falloir rompre le contrat avec le premier prestataire parce que ce prestataire avec lequel XR travaille n'assure que l'externalisation partielle. Du coup, il va falloir trouver un autre prestataire. Mais le premier prestataire exige que pour rompre le contrat, il faut avoir une durée comme une durée de préavis, une durée d'1 an avant de la rompre. Du coup, il faut noter que lors de la revue de direction, il faut mentionner les décisions qui ont été prises. Et là, la décision de la direction par rapport à ça, c'est d'attendre la rupture du contrat avec l'ancien prestataire et poursuivre la veille réglementaire en interne. Deuxième élément d'entrée, c'est les modifications des enjeux externes et internes pertinents. On va commencer par les enjeux internes. Ce qui se fait dans cette partie, alors,
Vous mentionnez les enjeux, les nouveaux enjeux pour l'année en cours. Ça veut dire les enjeux qui n'existaient pas parmi les enjeux internes de l'année précédente et qui viennent d'exister dans l'année en cours. Très bien. Alors, là, vous les marquez en orange. C'est tout. Donc, vous avez déjà votre fichier des enjeux internes et externes. Vous marquez en orange ou bien en jaune avec une couleur différente les nouveaux enjeux et vous les présentez à l'ensemble, bien sûr, des participants à la revue de direction. Je le répète, si le concept des enjeux internes et externes est nouveau pour vous, regardez la vidéo sur la chaîne qui concerne ce sujet. Parce que là, si je cherche à expliquer, j'aurais aimé expliquer tous les concepts, mais ça va prendre beaucoup de temps sur la vidéo. Du coup, si les concepts sont nouveaux pour vous, regardez directement la vidéo qui les concerne sur la chaîne. Alors là, les décisions de la direction par rapport à ça. Alors, on va tout de même lire les nouveaux enjeux. Alors, l'enjeu relatif aux valeurs, qui est facteur positif, les valeurs de XA, qui sont loyauté envers les clients et les collaborateurs, honnêteté, transparence, mais surtout ce qui est nouveau, c'est ce qui est marqué en rouge, au accomplissement dans l'innovation de la rentabilité. Alors, l'action qui a été décidée par rapport à ça, c'est d'encourager l'esprit innovatif des employés à travers une culture de reconnaissance, des primes, des augmentations, des célébrations. Puis nous avons le deuxième enjeu, connaissance qui est négatif, c'est que les connaissances du personnel ne sont pas en phase avec l'actualité du domaine. La décision de la direction lors de la revue de direction, c'est d'enrichir le plan de formation annuel avec des formations techniques actualisées et à jour. Ce qui se passe lors de la réunion de la revue de direction, c'est que lorsque vous présentez ce tableau en tant que responsable QHSE, lorsque vous présentez ce tableau et vous avancez les nouveaux enjeux, ça se discute. Ça se discute et parfois amplement entre les différents participants de la revue, dans la revue de direction. Et lors de la discussion, on sort par ces décisions. Oui, ce sont les décisions de la direction en fin de compte, mais ça se discute par les différents pilotes. Les enjeux externes de XARL, pareil. Ici, vous avez les nouveaux enjeux de l'année en cours, à savoir crise économique de l'année en cours, qui est parmi les enjeux externes économiques, installation d'une nouvelle usine dans la zone industrielle à proximité et nouveaux complexes touristiques dans la ville qui sont à conquérir. Très bien. Alors, la direction est sortie par ces décisions. Par rapport à la crise économique, l'accent c'est d'anticiper la contraction de la demande qui est due à la crise économique et adapter les capacités de production grâce au savoir-faire et l'expérience prouvée de l'encadrement. Deuxièmement, par rapport à l'installation d'une nouvelle usine dans la zone industrielle, c'est d'élargir la gamme de produits et multiplier les canaux d'affaires afin de faire face à la concurrence. Et troisièmement, par rapport au nouveau complexe touristique dans la ville à conquérir, qui est un facteur positif, du coup une opportunité, exploiter le savoir-faire et l'expérience prouvée de l'encadrement commercial de XARL afin de gagner le marché des nouveaux complexes touristiques dans la ville. Alors là, par rapport à cette formation de revue de direction, l'essentiel n'est pas vraiment de s'approfondir dans le détail de l'exigence
qui est les enjeux internes et externes, parce que le détail, vous l'avez dans la vidéo qui y correspond. Mais le plus important, c'est de savoir le principe, parce que les ingrédients, vous les avez déjà. Mais comment vous allez utiliser ces ingrédients pour construire le compte rendu de votre revue de direction? Restez avec moi. Troisième élément d'entrée, la satisfaction des clients et les retours d'informations des parties intéressées pertinentes. Et première chose avec laquelle on va commencer, c'est la satisfaction des clients à travers l'enquête de satisfaction client. Alors, l'enquête de satisfaction client, c'est un fichier qui est sous cette forme, un formulaire à remplir par les clients. On l'envoie aux clients sous forme de document ou via un outil informatisé plus développé et le client doit cocher toutes ces réponses. Si c'est nouveau pour vous aussi, il y a une vidéo qui traite l'enquête de satisfaction client en détail. Vous pouvez la regarder à tête reposée. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on présente dans la revue de direction? On présente les scores de satisfaction. Alors, l'enquête de satisfaction de XARL, elle a été menée sur un échantillon de 48 clients. Alors là, vous présentez les scores de satisfaction client. Nous avons le Net Promoter Score qui est excellent, qui est de 51%, le CES qui est excellent aussi, qui est de 52%, c'est le Customer Efforts. Et le CSAT, c'est le Customer Satisfaction qui est excellent et qui est de 100%. Très bien. Alors, il est très important de présenter ces scores de satisfaction. Parfait. Ensuite, après la présentation des scores de satisfaction, on va détailler et présenter la conclusion de l'enquête. La conclusion de l'enquête, c'est l'ensemble des conclusions qui ont été décidées suite à l'analyse de l'enquête de satisfaction. Alors, ces décisions, bien ces conclusions se trouvent sur le rapport de l'enquête de satisfaction client. Je le répète, si c'est nouveau pour vous, regardez la vidéo relative à l'enquête de satisfaction client pour vérifier comment cette enquête de satisfaction client a été analysée, a été construite. Très bien. Alors là, vous avez l'ensemble des conclusions. Il ne faut pas oublier que par rapport à chaque élément d'entrée, il y a une décision de la direction. Alors, quelle était la décision de la direction par rapport à l'enquête de satisfaction client et ses données et ses résultats? C'est la validation des conclusions du rapport d'enquête de satisfaction client. Alors, lors de la revue de direction de XARL et lorsque les résultats de l'enquête de satisfaction client ont été présentés, il faut savoir que l'enquête de satisfaction client, comme ça a été déjà expliqué sur la vidéo qui est relative à l'enquête, peut être menée par le responsable QHSE lui-même, et dans ce cas, c'est lui qui va la présenter. Sinon, c'est le responsable de l'enquête de satisfaction client, que ce soit par exemple le responsable qualité technique ou bien un autre poste qui va la présenter. Très bien. Alors, les décisions de la direction, c'est que l'ensemble de ces conclusions a été validé. Du coup, on peut travailler on peut lancer des plans d'action par rapport à ça. Et maintenant, les retours d'informations des parties intéressées pertinentes. Les parties intéressées, ce sont toutes les parties qui entretiennent une relation avec l'entreprise. Très bien. Alors là, on va bien sûr cibler uniquement les parties intéressées pertinentes. Là, bien entendu, et comme je l'ai déjà expliqué, les ingrédients sont là. Alors, si vous avez déjà mis en place un outil pour déterminer les besoins et attentes des parties intéressées, que ce soit pertinente ou pas, mais ici, nous ciblons les parties intéressées pertinentes, ça veut dire que vous avez vraiment la base
que vous allez utiliser sur votre revue de direction. Alors là, nous avons l'ensemble des besoins et attentes des parties intéressées, les actions requises, avec l'ensemble du plan d'action. On va prendre par exemple les banques comme partie intéressée. Là, c'est le besoin, c'est que la banque demande la bonne exploitation des contributions financières et le respect des délais de remboursement. Les actions, c'est de mener des études financières approfondies avant de se lancer dans un projet et de veiller au respect des délais de remboursement des banques. Le responsable, c'est la direction financière et le délai, c'est en continu. Ça veut dire on doit toujours répondre à ce besoin de bonne exploitation des contributions financières des banques. Ça se fait en continu. Alors, il faut savoir que la direction n'est pas vraiment forcée de prendre des décisions par rapport à tous les éléments d'entrée. Si tout est OK, tout est nickel, on n'est pas obligé de prendre des décisions. Rien n'a été discuté et sur le compte rendu, on met rien à signaler. Et maintenant, quatrième élément d'entrée, c'est le degré de réalisation des objectifs qualité. On prend notre tableau de bord et copier-coller sur le compte rendu de la revue de direction. Ne vous fatiguez pas. Le tableau de bord des objectifs qualité, nous avons notre vidéo qui existe déjà sur la chaîne qui détaille le tableau de bord des objectifs qualité. Alors, vous l'apprenez directement et vous mettez copier-coller sur votre compte rendu de la revue de direction. Très bien. Bien sûr, vous avez des cibles qui ont été atteintes, d'autres qui ne l'ont pas été. Et puis, vous avez pour les décalages et pour les écarts, vous avez un plan d'action. Et pareil, vous prenez votre plan d'action qui a été déjà mis en œuvre par rapport à cette partie, par rapport à ces exigences. Vous le mettez copier-coller sur votre compte rendu de la revue de direction. La chose qui sera faite, c'est que ça sera discuté et ça sera présenté à l'ensemble des participants de la revue de direction. S'il y a des choses à proposer, ils vont la proposer et ça fera l'objet des décisions de la direction. Parfait. Alors là, c'est la fin du plan d'action. Par rapport à ça, tout a été nickel. Le responsable QHSE des XR, c'est un très très bon responsable QHSE. Rien n'a été discuté. Le tableau de bord, il est nickel. Très bien. Maintenant, on va passer à un autre élément d'entrée. Le cinquième élément d'entrée, c'est la performance des processus et la conformité des produits et services. Certes, le responsable qualité, il a son tableau de bord avec l'ensemble des indicateurs qualité, etc., qu'il va présenter en détail à l'ensemble des participants. Mais il faut savoir que tout pilote doit avoir son tableau de bord et doit vraiment présenter la performance de son processus lors de la revue de direction. Alors, il faut savoir que, comme on a dit, le directeur, il gère, mais les participants qui sont dans un premier temps le responsable QHSE et les pilotes, eux aussi, ils peuvent présenter selon leur contribution dans le système. Alors là, on va prendre bien sûr un seul processus qui est le processus contrôle qualité parce qu'on ne peut pas balayer tous les processus de XR. Alors là, il y a les indicateurs de performance de ce processus. Par exemple, le taux de non-conformité laboratoire en fin de production qui est lié au contrôle en amont. Ça veut dire qu'il y a eu des non-conformités au niveau du laboratoire et ceci est dû au contrôle en amont. Ça veut dire au contrôle qui se font à l'avance sur les fraises.
sur les fraises, pas sur le jus. Très bien. Alors là, vous avez les différents indicateurs par mois et c'est clair qu'il y a un écart pour le mois de juin et juillet. Deuxième indicateur aussi, taux de réclamation client ayant pour cause une défaillance au niveau du contrôle en amont. Aussi, nous avons 50% et 33% du mois de juillet ceci présente un décalage par rapport à la cible qui est de 6% pour le premier indicateur et 0% pour le deuxième indicateur. Puisqu'il y a un écart, c'est très normal et c'est très naturel d'avoir un plan d'action. Alors là, par exemple, pour le premier et pour le deuxième écart, on explicite en détail quels sont les écarts. Ça veut dire que la cible a été de 6% pour le premier indicateur, mais le résultat était de 8% et de 9% pour le mois de juillet. Pareil pour le deuxième indicateur. La cause, c'est que les contrôles laboratoires sont faussés à cause d'un appareil non étalonné. Du coup, il y a des actions correctives et une action corrective, et une action préventive. L'action corrective, c'est l'étalonnage de l'appareil non étalonné et l'action préventive, c'est la création d'un système d'alerte pour l'étalonnage des équipements et les deux actions ont été clôturées. Sixième élément d'entrée, c'est les non-conformités et les actions correctives. Là, dans cette partie, il faut déterminer le nombre total des non-conformités. Ça veut dire tout type de non-conformité, que ce soit les conformités qui proviennent d'audit interne, d'audit externe, des réclamations ou les non-conformités processus. Alors, les non-conformités processus, ça veut dire les non-conformités au niveau de la ligne, par exemple, production. Très bien. Alors là, le total, il est de 15 non-conformités. Alors, on va dire que parmi les 15, il y a 14 qui ont été clôturées et une qui n'a pas été clôturée, ce qui donne ces pourcentages. Alors, l'audit interne, nous avons 9 non-conformités, l'audit externe 2, les réclamations 1 et les non-conformités processus 3, dont une n'a pas été clôturée, ce qui a donné le pourcentage de 7%. Alors, on va bien sûr détailler la raison de cette non-conformité. 13% du total de la production par semaine contient des morceaux de fraises non mixées. C'est ça la non-conformité processus. Alors le type de la non-conformité, c'est processus. La cause, c'est qu'il y a un défaut récurrent dans la machine de mixage. Il va falloir remplacer la machine de mixage. Cette responsabilité, c'est celle du responsable achat. On donne le délai et on donne aussi la raison de non-clôture de cette non-conformité, c'est qu'il y a une difficulté de trouver une nouvelle machine compatible avec le reste des machines de la ligne. C'est ce genre de raison et c'est ce genre de fait qui déclenche vraiment des discussions le jour de la revue de direction. Et là, la décision de la direction, c'est d'élargir le périmètre de recherche des fournisseurs des machines de mixage sur le niveau international parce que le responsable achat, il fait des recherches au niveau national uniquement. Du coup, le directeur général a donné le feu vert pour chercher au niveau international. Septième élément d'entrée, c'est les résultats de la surveillance et mesure. Ce qu'on expose et ce qu'on présente là-dessus, c'est les différentes surveillances et mesures menées. Il y a toute une vidéo qui concerne la surveillance et mesure. La surveillance et mesure, c'est l'ensemble des mesures qui se font pour vérifier la conformité des produits et services. Par exemple, là on va prendre l'installation électrique qui se fait à fréquence annuelle. Il faut présenter les résultats de cette vérification. Les résultats, c'est qu'il y a des défauts dans l'installation électrique des armoires électriques. Alors, quelle est l'action? C'est de faire appel à un prestataire de maintenance électrique pour corriger ces défauts. Le statut, c'est en cours
Et pourquoi ceci n'a pas été clôturé? Parce que le schéma unifilaire a été communiqué en retard au prestataire. Pourquoi? Parce que il a été perdu dans les archives. Et là, ça va sans doute engendrer des discussions lors de la revue de direction et ça va donner par conséquent des décisions de la direction qui a été, dans ce cas, la réévaluation de la conformité à la procédure de maîtrise des documents et enregistrement, un travail supplémentaire au pauvre responsable QHSE. Il va falloir réévaluer la conformité à la procédure documentaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème d'archivage. Huitième élément d'entrée, les résultats d'audit. Et là, vous présentez ce tableau en tant que tel. Vous avez l'audit, alors et la date de l'audit. Alors, XR durant l'année 2022 a passé 3 audits, un audit interne, ils en ont fait en 2015, un audit externe et un audit client. Il faut détailler l'ensemble des dates et il faut énumérer l'ensemble des non-conformités et des pistes d'amélioration, non-conformités majeures, mineures et pistes d'amélioration. Pour l'ensemble des audits, il n'y a pas eu de non-conformité majeure. Par contre, il y a eu 9 non-conformités mineures pendant l'audit interne, 2 non-conformités mineures pendant l'audit externe et 0 pendant l'audit client. Les pistes d'amélioration, 3 pour l'audit interne, 5 pour l'audit externe et 2 pour l'audit client. Et là, on parle du statut de ces résultats. Toutes les non-conformités et les pistes d'amélioration ont été clôturées pour tous les audits. Et là, bien entendu, puisque tout est nickel, rien à signaler par rapport à la décision. Neuvième élément d'entrée, c'est les performances des prestataires externes. Lorsqu'on parle performance des prestataires externes, on parle fournisseurs et on parle sous-traitants. Et vous avez une vidéo complète sur l'évaluation des fournisseurs. Alors là, il y a l'évaluation des fournisseurs qui avait donné bien sûr une note globale et des décisions par rapport à l'ensemble des fournisseurs qui sont les fournisseurs A, B, C et D de XARL. Il y a des critères d'évaluation qui vont bien sûr permettre aux responsables achats ou bien aux responsables d'évaluation des fournisseurs de décider par rapport à ces fournisseurs, est-ce qu'ils seront maintenus, est-ce qu'ils seront rejetés, est-ce qu'ils seront maintenus à condition de se conformer aux exigences QHSE. Très bien. Alors là, c'est par rapport aux fournisseurs. Puis, pour les sous-traitants, par exemple, là, A, c'est un fournisseur maintenu, B, c'est un fournisseur maintenu, C, c'est un fournisseur rejeté, et D, il doit fournir un plan d'action de conformité aux exigences QHSE pour être maintenu. Et maintenant, on passe aux sous-traitants. XARL, elle dispose de 2 sous-traitants, un sous-traitant de transport et un sous-traitant de nettoyage. Très bien. Alors, la performance globale du sous-traitant de transport, elle est bonne. En commentaire, il y a le retard de quelques livraisons qui a été justifié. Très bien. Oui, c'est vrai, il y a des retards, mais ces retards ont été justifiés. Pour le sous-traitant de nettoyage, malheureusement, la performance est mauvaise. Du coup, ce qui a été remarqué, c'est que la prestation de nettoyage fournie n'est pas conforme aux normes d'hygiène de XSAR. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'il y aura une décision de la part de la direction, c'est de changer le prestataire de nettoyage. Et maintenant, 10e élément d'entrée qui est l'adéquation des ressources. Lorsqu'on parle d'adéquation des ressources, on parle du fait
que les ressources que l'on connaît tous, qui existent sur le chapitre ressources, que ce soit les ressources humaines, infrastructures, environnement pour la mise en œuvre des processus et ressources pour la surveillance et mesures, sont au service du système de management QHSE. Ça veut dire qu'ils vont permettre au système de management QHSE de garder son efficacité et de tourner correctement. Très bien. Alors, par rapport à l'infrastructure, qui n'est autre que les bâtiments et les services associés, les équipements, y compris le matériel et le logiciel, l'adéquation, c'est non, elle n'est pas adéquate. Pourquoi? Parce que la taille du site et particulièrement l'espace dédié à la production permet à peine de satisfaire les commandes des clients. Ça veut dire que c'est un espace étroit qui n'est pas du tout compatible avec la hausse de la demande du client. Pour les ressources humaines, c'est OK, il n'y a pas de problème. Pour l'environnement de la mise en œuvre des processus, ça veut dire tous les aspects qui concernent les aspects sociaux, les aspects psychologiques, etc. C'est OK, c'est adéquat. Et pour les ressources pour la surveillance et mesure, euh, ça veut dire toutes les ressources qui sont utilisées pour mesurer la conformité des produits aux services ne sont pas adéquats. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mesures qui ne sont pas fiables. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on parle toujours de décision de la direction. Première décision, c'est d'aménager une extension afin de couvrir tous les besoins des clients. Et deuxième décision, c'est d'investiguer sur les causes profondes des imprécisions laboratoires. 11e élément d'entrée, c'est l'efficacité des actions face aux risques et opportunités. Alors là, nous avons deux risques. On parle uniquement du processus contrôle qualité parce que on ne peut pas balayer tous les processus lors de cette formation. Et là, nous avons premier risque, contrôle visuel imprécis. La cause, c'est que l'inspecteur qualité, il est mal concentré sur sa tâche. Il y a une évaluation. Et par rapport à ça, il y a une action qui est lancée, c'est de sensibiliser les agents qualité aux techniques de concentration sur la tâche. Le responsable, c'est un formateur externe et là, il y a un délai. Très bien, les actions ont été clôturées et il va falloir évaluer l'efficacité. Il y a une deuxième action aussi, vous pouvez la lire à tête reposée. Et le nécessaire ici, c'est qu'il y a une évaluation de l'efficacité. Par rapport à la première action, elle est efficace. Et la raison, c'est que le taux des non-conformités dû au manque de contrôle visuel a diminué de 10 à 5%. Très bien. Mais pour la deuxième action, ce n'est pas efficace. Le détail des actions face aux risques et opportunités, vous allez les trouver dans la vidéo des risques et opportunités. Comme je l'ai dit, l'essentiel ici, c'est de vous expliquer le principe de la revue de direction et comment ça se passe. Et ensuite, vous allez l'adapter au contexte de votre organisme en tant que responsable QHSE. Nous avons ici une opportunité qui est l'évolution des technologies des appareils de contrôle laboratoire. C'est une opportunité potentielle. Alors l'accent, c'est d'inclure le besoin d'acquisition des nouvelles technologies dans le budget annuel de l'année 2024. Et l'accent, elle a été efficace parce que le budget a été discuté et validé par le top management. Très bien. Les décisions par rapport à ça, c'est d'investiguer sur les causes profondes des imprécisions laboratoires. Cette décision, elle a été prise pour les choses qui ne vont pas, ça veut dire pour les écarts, ça veut dire pour cette partie, cette deuxième action. Contrôle laboratoire imprécis. Alors, le contrôle laboratoire imprécis, la cause, c'est matériel laboratoire non étalonné. Et l'action, c'est création d'une base de données du matériel laboratoire avec l'option du rappel anticipé des dates d'étalonnage des équipements. Et même si cette action a été entreprise et clôturée, elle n'a pas été efficace parce que le taux des non-conformités dû aux imprécisions laboratoires a augmenté. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puisqu'il y a une chose qui ne va pas, la décision, c'est comme on l'a cité. Et maintenant,
là, le 12e élément d'entrée, c'est les opportunités d'amélioration. Comment on collecte les opportunités d'amélioration? Normalement, il y a une boîte à suggestions qui est installée dans l'entreprise à l'anonymat pour éviter toute sensibilité et les employés proposent des opportunités d'amélioration qui sont par la suite étudiées par une personne à laquelle on confie cette mission et qui va bien sûr choisir les opportunités d'amélioration les plus pertinentes. Par exemple, ici, il y a eu 2 opportunités d'amélioration qui sont l'acquisition d'un logiciel de gestion documentaire afin d'accélérer la codification et l'approbation des documents. L'action proposée, c'est de chercher des prestataires de logiciels de gestion documentaire. Le responsable, c'est le responsable achat. Et il y a un délai proposé. Oui, on parle délai proposé parce que ce ne sont que des propositions. Rien n'est décidé. Alors, on est là pour décider après la revue de direction, bien entendu. Deuxième opportunité d'amélioration, c'est d'aménager une ferme interne afin de subvenir aux besoins de production, surtout lors des saisons des pics de production. Et l'action proposée, c'est d'étudier la possibilité d'aménagement du ferme interne. On va faire venir un bureau d'ingénierie agricole externe et le délai proposé, c'est décembre 2023. Puisque ce ne sont que des propositions, ça veut dire que la direction va prendre des décisions par rapport à ça, soit accepter, soit refuser ces opportunités d'amélioration. Et la décision de la direction, c'est que, heureusement, ces opportunités sont validées. 13e élément d'entrée, c'est besoin de changement à apporter au système de management de la qualité. Premier changement à apporter, c'est l'utilisation d'un outil informatisé pour diffuser et analyser l'enquête de satisfaction client. Le responsable, c'est le responsable IT. Très bien. Alors, l'enquête de satisfaction client, elle est partagée ou bien diffusée par mail. Et on sait très bien que la diffusion par mail et que le client remplisse cette enquête manuellement et vous la renvoie, c'est un long processus. Si on peut le faire d'une façon plus développée et informatisée, ça va vraiment nous permettre de gagner du temps. Et le délai proposé, c'est le 6 2023. Deuxième changement à apporter, c'est de former plus d'auditeurs internes pour éviter le non-respect des programmes d'audit. Plus on a d'auditeurs internes, plus on a de flexibilité par rapport au temps et par rapport au programme d'audit. Et là, puisqu'il s'agit uniquement de propositions, nous allons regarder les décisions de la direction. Et heureusement, les décisions de la direction, c'est que ces changements sont validés aussi. Et dernier élément, c'est les besoins en ressources. Pardon, je n'ai pas cité ça, mais il faut savoir qu'on a déjà abordé les éléments de sortie à travers, excusez-moi, à travers je vais faire un retour en arrière, à travers les décisions de la direction par rapport aux opportunités d'amélioration. Alors, les opportunités d'amélioration, si vous avez pu les constater, ce sont des éléments d'entrée et des éléments de sortie à la fois. Des éléments de sortie lorsqu'on parle de décisions par rapport aux opportunités d'amélioration. Très bien. Alors, c'est d'ici qu'on a démarré les éléments de sortie de la revue de direction. Parfait. Et puis, les besoins de changement à apporter au système de management de la qualité, c'est aussi des éléments de sortie. Et dernier élément de sortie, c'est les besoins en ressources. Les besoins en ressources, c'est des outils de vérification des appareils laboratoires en interne. C'est vrai que les appareils laboratoires ont besoin d'être étalonnés, mais parfois, lorsqu'il y a un retard au niveau de l'étalonnage, on peut le faire en interne, mais ça s'appelle pas étalonnage, ça s'appelle uniquement vérification, en attendant que l'étalonnage officiel se lance. Ça reste une proposition aussi.
Et la décision de la direction, c'est que ce besoin sera laissé en stand-by. Pourquoi? Parce que le budget laboratoire de l'année en cours est insuffisant et ça peut être discuté lors de l'année suivante, lorsque le budget sera clair et sera dispatché au début de l'année. Très bien. Alors là, on a terminé notre compte rendu de la revue de direction. Cette présentation que je viens de présenter sera votre compte rendu de la revue de direction que vous allez présenter le jour de l'audit, soit le jour de l'audit interne ou de l'audit externe. Comme vous avez pu le remarquer, pour construire cette revue de direction, je me suis basée sur des données que j'avais déjà préparées et que j'avais déjà présentées dans des anciennes vidéos. Ce serait la même chose pour vous. Vous allez uniquement vous trouver face à collecter les informations et les retranscrire dans votre compte rendu de revue de direction. Mais c'est vraiment un travail de plus. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, vous êtes en train de retranscrire, mais vous n'allez pas les retranscrire comme ça à l'aveuglette. Non, il faut retranscrire, il faut analyser. Bien sûr, il va falloir changer un petit peu la mise en forme parce qu'il y a certaines entreprises qui ont des templates spécifiques pour la revue de direction. C'est un travail qui nécessite de l'acharnement, qui nécessite de la patience, mais au moins lorsque vous maîtrisez et vous connaissez ce qu'il vous faut pour préparer votre revue de direction, vous avez déjà une moitié qui est là et l'autre moitié, ça reste un petit peu de patience et un petit peu d'acharnement dans le travail. Alors finalement, bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, à la fin de chaque revue de direction, il faut sortir par un plan d'action. Et le plan d'action, c'est l'ensemble des décisions qui ont été prises, mais vous les organisez sous forme de plan d'action et bien sûr, vous spécifiez clairement qui est le responsable et vous spécifiez le délai. Alors, on va prendre quelques exemples. Par exemple, l'externalisation totale de la veille réglementaire. Qui sera faite par le responsable achat, la réévaluation de la conformité à la procédure de maîtrise des documents enregistrement responsable QHSE, changer le prestataire de nettoyage responsable achat. Donc, ce plan d'action, on le synthétise à travers les décisions que vous avez déjà vues dans les petits cadres de la direction. Parfait. La formation est terminée. J'espère que je vous ai pas trop bombardé par cette grande quantité d'informations. Je sais qu'il y a vraiment un cumul d'informations dans cette formation, mais l'essentiel, il faut savoir ce qu'il vous faut. Où trouver l'information qu'il vous faut et la signification de l'ensemble des éléments d'entrée et des éléments de sortie qui figurent sur la norme. Si vous connaissez ça, il y a une grande partie que vous connaissez qui va vous faciliter les choses. Si vous avez n'importe quelle question par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Passez une agréable fin de journée et à la prochaine vidéo. À très bientôt.